suit avec le rendez-vous du matin, le CQFR, comme tous les jours. Aujourd'hui, Shai, on va commencer avec Joachim Noah, qui s'est exprimé sur la formation aux États-Unis et en France, la qualité de la formation, le processus de formation. Et pour lui, la France est supérieure aux États-Unis. Je te laisse nous donner sa déclat, à part si tu l'as pas sous les yeux, et dans ce cas-là, Si, si, je le prendrai. Mais je l'ai, t'inquiète, parce que du coup, c'est un podcast dans le podcast Pardonne My Take j'ai écouté son passage là-dedans hier soir. Alors, ça date d'il y a quelques semaines, hein, mais je l'ai vu qu'hier et j'ai trouvé le propos hyper intéressant. Forcément, Joachim Noah, il a un parcours très particulier. Il a grandi un peu en France, était un peu formé en France, puis après est parti à New York. Donc il a vu les différents types de systèmes. Il a été à la fac aux États-Unis. Voilà, il y a le côté, les deux cultures qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Et son interlocuteur lui disait, ah maintenant vous avez des Wembanyama et machin, vous sortez des mutants tous les ans, alors que nous on est en plein questionnement. Comment t'expliques ça? Pourquoi vous en êtes là maintenant? Est-ce que la formation à la française et plus globalement à l'européenne est meilleure? Et ben, je trouvais que sa réponse était intéressante et mettait plutôt en valeur le système de formation à la française. On a nos propres réserves dessus parfois, hein, sur ce qui peut se passer dans la formation, mais c'est vrai que globalement, ça permet aussi de se dire qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses, tu vois, par rapport à forcément ce que vivent les jeunes Américains qui espèrent percer. Donc je vais te dire comment il a répondu. Il dit en France, le système pour développer les joueurs est excellent. Le temps est venu pour les États-Unis de se poser des questions. À travers le monde, le niveau augmente en ce moment même. Moi, j'ai grandi en France et joué là-bas jusqu'à 12 ans, puis je suis parti à New York City. Donc j'ai connu deux genres de formation. Et ce qui est intéressant en France, c'est que les équipes professionnelles ont des sections U10, U12, U14, U16. Et à chaque fois que tu joues un match, l'équipe de la classe d'âge supérieure joue après toi. Donc tu peux voir ce qu'il faut pour être au niveau au-dessus. Si tu es assez bon à 10 ans, tu peux aussi jouer directement avec les U12. L'autre chose que la France fait très bien, c'est que le basket y est enseigné comme un jeu d'équipe. Il n'y a pas d'histoire de superstar. Et si tu as le potentiel pour jouer en NBA, là, les meilleurs GM français viennent frapper à ta porte et discuter avec tes parents pour leur expliquer ce que ça implique. Les gens sont prêts, français sont prêts aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des gamins de 16 ans, 18 ans qui gagnent déjà des millions de dollars. Qu'est-ce qu'un coach va dire à ces mecs-là? Et moi, je n'ai rien contre ces gamins. C'est comme ça. Si nous, on avait eu 2 millions de dollars en banque à l'époque, on n'aurait pas été les mêmes non plus. Mais pour développer le jeu ici, il faut un changement. Donc j'ai bien aimé enfin, il y a un début de comparaison évidemment, et c'est vrai que moi ça nous paraît, enfin on grandit quel que soit le sport avec le fait qu'il y a des équipes dans chaque catégorie, ça nous paraît évident en fait. Et pour les Américains, ça se passe pas comme ça. ouais, et c'est marrant, c'est pas, sur les points de la formation américaine, c'est pas ce que moi j'aurais mis le plus en avant, hein, parce qu'il y a combien de gamins de 16 ans vraiment qui sont millionnaires aux États-Unis? Bon après, j'imagine qu'il y en a, qu'il y a des exemples, mais moi ce qui me marque le plus, l'impression que j'ai avec le recul, évidemment je suis pas aux États-Unis, j'ai l'impression que leur formation elle est très poussée sur l'élite. De toute façon, c'est souvent comme ça et sur l'individu, sur l'individualisme. C'est Gilbert Arenas il y a pas longtemps qui expliquait que le problème en fait, c'est qu'aux États-Unis, les gamins ils jouent pas au basket. Ils jouent pas au basket, ils font du travail individuel tout le temps, mais il y a pas cette notion vraiment et ça rejoint un peu ce qu'il dit lui sur le collectif en France, c'est qu'on t'enseigne d'abord ça comme un jeu d'équipe. D'ailleurs, ces dernières années, il y a une évolution dans la formation française, enfin c'est pas dans la formation, mais j'ai pu parler là ces derniers jours avec beaucoup de formateurs justement, que ce soit à l'INSEP ou dans des clubs professionnels. Hem, il y a quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années qui est à la mode aux États-Unis depuis plus longtemps, c'est le coaching individuel, les coachs individuels, et ça en France et d'autres endroits en Europe, ça permet éventuellement de combler un petit peu le gap qu'il peut y avoir entre, ben, on a des joueurs qui savent jouer au basket, mais qui aussi sont capables de faire la différence seuls parce qu'ils ont travaillé leurs fondamentaux individuels. Ça se développe de plus en plus et on est peut-être justement dans la bonne courbe où eux, les Américains, ont besoin de revenir un peu à cette base de fondamentaux collectifs, mais comme en fait, ça part du fait qu'il y a pas de club. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de clubisme, il y a pas d'amateurisme, il y a pas de basket amateur aux États-Unis, ça les choque. Mm. Encore une fois, autre exemple, récemment, je suis tombé sur un Américain, qui fait des vidéos un peu sur des tips et cetera, et il est allé en Grèce et il était choqué de voir qu'il y avait des qu'en fait, si tu as 35 ans, tu peux jouer en club. En fait, tu joues en club, quel que soit ton niveau et ça l'a complètement bouleversé. C'est des trucs, auxquels eux n'ont pas accès. Il y a des clubs, bien sûr, il y a des ligues, mais c'est des ligues dans les gyms, et cetera. C'est pas du tout la même chose et c'est vrai que si tu es un gamin en Europe, tu peux jouer au basket, en fait, quel que soit ton niveau. Tu peux jouer au basket, au volley, au foot. Alors il y a des clubs quand même en province qui n'ont pas toute la catégorie, hein, par Non, manque bien de sûr.
par manque Mais de monde, mais en France, on est quand même un sport avec énormément de licenciés. Effectivement, tu peux jouer tout le temps et tu apprends à jouer collectivement, tu as besoin des autres de toute façon. Tu apprends même un Touwemba qu'il est à 9 ans ou à 10 ans quand tu vois, quand il commence et il a besoin de jouer avec d'autres personnes et c'est là où effectivement, c'est l'avantage. Alors encore une fois, eux aussi ils jouent, mais il y a une forme d'élitisme qui est quand même assez différent, je pense. ce qui est très intéressant aussi, c'est que, enfin, ça m'a rappelé le passage de Franz Wagner dans le podcast de JJ Redick quand Redick n'était pas encore coach des Lakers. Et alors là, plus c'est plutôt sur la manière dont on leur apprend le basket finalement, qui est, tu l'as dit, assez différente. Hein, même chez les jeunes de l'élite américaine, on leur apprend pas le basket de la même manière. Il y a quand même encore le côté très individuel, même s'ils sont intégrés à un collectif. Et je l'avais retrouvé. Il expliquait, et Reddick était sidéré justement. Et je pense que ça lui a donné des idées aussi après en tant que coach, tu vois. Mais Wagner, il disait, je crois que j'ai pas joué un pick and roll avant d'avoir 15 ans. C'est quelque chose qui montre à quel point on a grandi différemment, à quel point on a joué différemment. Nous, c'était du give and go, des coupes, des passes, que du déplacement. On avait une structure, des principes, mais pas vraiment de système. On nous apprenait à lire le jeu, les espaces, à couper, à faire des passes. Et à l'entraînement, je me souviens plus jeune que quand on arrivait à faire 10 passes de suite, on marquait un point. Le scoring n'était pas important, il fallait juste passer, couper et se déplacer mieux que l'autre équipe. Et je pense que ça se voit aujourd'hui quand on regarde jouer les basketteurs européens qui arrivent en NBA. Ah bah, ouais, le jeu est différent. Sinon, je reviens sur la formation française. C'est vrai que nous, des fois, on émet des réserves, on émet des critiques, on en veut toujours un peu plus, effectivement, parce qu'on voit qu'il y a un réservoir très intéressant en France, un réservoir d'athlètes, un potentiel qui peut être peut-être sans doute encore mieux exploité, mais c'est vrai que notre système de formation est envié et pas seulement aux États-Unis, aussi dans d'autres pays d'Europe. Notre système de formation est quand même reconnu à l'échelle européenne, à l'échelle internationale et ça explique aussi sans doute pourquoi on forme de plus en plus de talents, qui vont vers la NBA, même s'il y a plein d'autres raisons. Le fait que le championnat de France soit une belle passerelle Mm. en termes de style de jeu vers la NBA. Après, il faut voir ce que donneront nos joueurs français. C'est pas une garantie de succès. Mais c'est vrai que pareil, si le gap aujourd'hui il se réduit entre à l'échelle des compétitions internationales entre les États-Unis et les meilleures sélections du reste du monde, c'est justement parce qu'il y a une formation différente, et notamment en Europe à travers le sport amateur, qui mène quand même à du sport pro aussi. Ou du moins les sections jeunes des clubs, voilà, on peut sans même parler de sport amateur finalement. Comme l'a dit Joachim Noah, les clubs pro ont des sections U10, U12 qui elles jouent aussi contre des clubs amateurs d'ailleurs, contre les meilleurs clubs amateurs Mhm. en jeunes. Et ça permet enfin, ça développe bien entendu autrement tous les jeunes talents. Et avec, comme je l'ai dit, le potentiel athlétique de plus en plus grand de la plupart de ces pays européens, plus le travail individuel, on est sur un écart qui se réduit considérablement. Moi, je continue de penser aujourd'hui que les Américains à Los Angeles en 2028, ça va être, tu vois, quand je vois l'équipe de France, si on prend les derniers JO, hein, Mhm. très grosse équipe américaine, ça se joue à rien contre une équipe de France qui est qui est peut-être pas qui est une très belle équipe, hein, qui s'est réveillée de manière spectaculaire, mais qui est passée proche d'être éliminée. Je me dis que l'équipe de France peut-être pas au moment de 2028, mais d'ici 4-5 ans, elle sera peut-être beaucoup plus forte que celle, alors peut-être que je me trompe, on verra, hein, ça dépend de plein de choses, mais de l'équipe de France qu'on avait en 2024. Et il a fallu, je suis retombé hier sur les paniers de Stephen Curry à 3 points, et ils passent à ça les mecs, en fait. Heureusement que Curry, il leur sauve la mise. Tu te rends compte, il y a Kevin Durant, LeBron James, Joel Embiid, Devin Booker. Il a fallu que Stephen Curry les a sauvés quand même. Passe pas loin, vraiment pas loin de perdre, avec cette dream team. Et les Américains, oui, ont toujours hein, des talents individuels énormes, tu vois? Un Cooper Flag et cetera, mais C'était une question là, dans le CQFR du week-end, on nous parlait des JO 2028, est-ce qu'on les voyait réussir à domicile, à avoir une équipe suffisamment forte pour endiguer la montée en puissance de la France, du Canada, il y aura la Serbie, enfin, toutes ces équipes-là, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, bon, il y aura probablement pas, on n'en est pas assuré encore, mais il y aura normalement aucun des trois, ni LeBron, ni Curry, ni KD.
En 2028, Ouais, c'est dans 3 ans quand même. Bon, ouais, je dis après, ça, ouais, c'est non. possible, on sait jamais. Peut-être un va savoir Peut-être un pour pour accompagner, capitaine, ouais. pour le symbole, ouais. Bon, ça sera pas Mais LeBron quand même. non, non, je sais pas, je me méfie. On se me méfie toujours à Los Angeles en 2028. Mais c'est une question importante. Est-ce qu'après ils auront ce qui vient après ça? Parce que moi, tu te rappelles nos débats là-dessus. Je pensais qu'avec sur la qualité individuelle, c'était encore suffisant pour aujourd'hui avec l'équipe qu'il y avait. Effectivement, alors ils ont gagné grâce aux individualités, mais c'est vrai que c'est pas passé très loin. C'est l'après qui pose question, et l'après, bah, c'est que des joueurs qui ont été encore plus abreuvés de cette formation-là dont on parlait et qui commencent à avoir des limites. Donc ça va être peut-être que 2028, ça va être un vrai, le vrai tournant. Je sais pas, on verra. Sachant qu'on joue avec des règles FIBA, si on jouait évidemment avec des règles NBA, je pense que ça serait Ouais, différent. Même avec des règles FIBA, les Américains, après, ils feront partie des grands. En fait, tout dépend peut-être de la tournure des carrières que prendront Victor Wembanyama, Cooper Flag. Les individualités font aussi le sport, hein, si tout se joue pas autour de ça évidemment, mais voir un peu les grosses indivi si les Américains ont des très, très grosses individualités, généralement, c'est ce qui leur permet de faire la différence au bout du compte, à un moment ou un autre. Donc à voir ce qui va se passer en 2028. De toute façon, on a le temps de voir venir. L'équipe ouais, de France a des raisons d'être, enthousiaste, derrière Victor Wembanyama. C'est vrai qu'on a alors sur 2028, j'avais fait un article sur Basket Session, l'équipe de France potentielle pour 2028. C'est quand même très intéressant. Il y a quand même beaucoup de talent entre Sarr, qui a débuté avec les Bleus là, Rizaché, Penda, Traoré, Essengue, Malédon, Strazel, Nadir Rifi. C'est sans fin. Il peut y avoir encore éventuellement Evan Fournier en capitaine, Gershon Yabusele, Mathias Le Sort, bref, Cordigny. Le vivier français est aussi de plus en plus intéressant. Ouais. Présente un bon mix d'Euroleague, de joueurs qui sont maintenant très forts en Euroleague et de joueurs NBA. C'est vrai que c'est un sacré mix. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la formation. Tu m'as fait une petite passerelle sur LeBron là. On peut parler des Lakers. Austin Reeves, qui serait pressenti à la fin de son contrat, donc à la fin de la saison, pour se retrouver avec un salaire à plus de 30 millions l'année. A priori, les Lakers sont partis pour en faire une deuxième option, en tout cas au moins pendant un temps. Derrière, et c'est pour ça que tu me dis, parce que pour LeBron James, en hmm, fait, les Lakers, à travers cette rumeur, même si elle ne vient pas des Lakers, mais si les Lakers lui donnent le contrat d'une deuxième option, c'est qu'au final, ils n'imaginent pas re-signer LeBron à la fin de la saison. C'est que peut-être ils n'imaginent pas même que LeBron rejouera à l'issue de la saison. J'ai vu qu'il y a des clubs qui se préparent déjà pour un farewell tour. Qu'est-ce que tu penses de Reeves à 30 millions? c'est beaucoup d'argent, mais quelque part, c'est un peu le prix de l'époque pour un joueur qui. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu d'Austin Reeves, tu vois. Et le projet que les Lakers ont pour lui, c'est ce qui est décrit dans l'article, c'est que ce soit le compère de Luka Doncic dans le backcourt, comme il a pu avoir avec Jalen Brunson pendant un temps et Kyrie Irving de l'autre, à une autre période. Et à chaque fois, ça a été ou en finale de conférence ou en finale NBA. Donc c'est comme ça qu'ils envisagent le truc. Ils pensent que Reeves est suffisamment fort en attaque si effectivement il est utilisé comme une deuxième option peut-être pour accompagner Luka sur le long terme. Il a que 27 ans, Reeves. On a vu par instant qu'il avait ce côté et gros scoreur. Moi, le match de l'année dernière contre Indiana, là où il claque. Alors, Luka était pas encore là, si je dis pas de bêtises, hein. C'était en janvier, donc non, il ne devait pas être encore là. 40, il fait 45 points, donc c'est son record en carrière, 7 rebonds, 7 passes. Il n'y avait pas LeBron non plus. Il jouait contre le finaliste de l'Est de l'année dernière et finaliste NBA après. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Il y a des moments où il est ce gars-là, il a cette personnalité, cette confiance en lui, tu vois, de prendre des tirs difficiles à la fin. Donc je pense que ça se tente. Ils n'ont pas envie de le trader, clairement. Je pense que Reddick a son mot à dire aussi et il apprécie beaucoup Reeves. Ça paraît beaucoup d'argent pour un gars qui n'a pas eu un parcours ultra linéaire, qui n'était pas attendu depuis son jeune âge, mais finalement, je le comprends. Ils croient en cette alternative qui peut être. Euh, voilà. Après, évidemment, c'est aussi lié. On peut se demander ce que ça implique pour LeBron, ce que tu as dit, hein, mais je pense que ça s'entend, hein, finalement. Ça peut paraître beaucoup 30 millions. J'ai vu des réactions 30 millions par saison, mais ça reste un joueur qui peut après être échangé si vraiment ça fonctionne pas. Peut toujours, tu vois, je pense qu'il y a toujours des équipes qui aimeront bien Austin Reeves parce qu'il a que 27 ans, parce qu'on a vu des belles choses de lui. On parlait de lui un peu comme un joueur un peu borderline All-Star par instant quand même sur le niveau. Il a ça. Donc, peut-être que s'il passe encore un cap, là, il y aura plus trop de doutes sur la justification des 30 millions. Mais ça me choque pas plus que ça aujourd'hui, à vrai dire. 30 millions, c'est pas le max.
en fait. 30 millions, c'est devenu tellement, les salaires sont tellement extraordinaires. 30 millions, c'est même pas la moitié du salaire de chez Gilgeous-Alexander, heu, tu vois? Ou de Devin Booker. 30 millions aujourd'hui, un peu plus que 30 millions l'année, c'est effectivement les 3e stars, parce que j'ai parlé de 2e star, mais c'est pas tout à fait vrai. Les Lakers vont chercher quelqu'un d'autre, je pense. Ils auront énormément de place sous le cap, notamment si LeBron ne reste pas. Là, pour l'instant, les Lakers, en 2026-2027, il y a 100 millions. Ils ont quasiment 70 millions de places sous le cap. Alors, ça prend en compte une re-signature d'Austin Reeves, mais il y aura sans doute une volonté de faire venir une autre superstar via un trade, via la free agency, et cetera, et Austin Reeves sera la 3e option, et 30 millions pour une 30 millions plus, on va dire, sachant qu'encore une fois, c'est un autre GM qui parle sous couvert d'anonymat, connaît tout le cirque. Hem, 30 millions plus, donc le double de son salaire actuel. Ça me semble correct s'il passe ne serait-ce qu'encore un petit cap au niveau de régularité en termes d'efficacité, même si c'est déjà l'an dernier, c'est quand même un joueur à 20 points par match, 46 au tir, plus de 37 à 3 points, quasiment 6 passes, plus de 4 rebonds. On est sur un très bon joueur, borderline all-star effectivement. Tu vois, 30 millions, ça doit être le salaire aujourd'hui d'OG Anunoby. Heu, OG Anunoby doit toucher quelque chose comme ça. Je vais regarder, avant de dire une bêtise, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Ouais, c'est OG des. Anunoby, on est même à 42 millions, 45 millions, 48 millions. Tu vois? Je préfère payer 30. Il aura plus que 30 millions, Austin Reeves. Il aura plus que 30 millions. Il se rapprochera peut-être même plus des 40 que des 30. Mais aujourd'hui, je préfère avoir un Austin Reeves à 37 qu'un OG Anunoby à 45, par exemple, tu vois? Ouais, Ah, l'écart, il est quand même important. Bon, c'est des joueurs avec des profils différents. Anunoby, c'est un excellent défenseur. ouais. Reeves est Oui, bien pas sûr. catastrophique en défense, c'est pas son point fort, mais bon, après, faut voir Pas ce que très tu bon veux, et non ça plus. dépend voilà, mais ça dépend du profil de l'équipe aussi. Un Reeves à 37 aux Lakers, parce que ça équivaut à un Anunoby à 40 et quelques. Je me souvenais pas que le salaire d'Anunoby était aussi élevé après sa prolongation, Ouais. tu vois. Bah, les Knicks c'est pour ça que les rumeurs Giannis des fois aux Knicks me tu sais, ça me fait lever les yeux au ciel en mode: «Mais comment?» Parce que, à part si les Bucks prennent 4 évidemment, mais tu as 4 qui va être à là sur la saison à venir, il est à 39,5 Anunoby, 53,4, 34 Bronson. Bridges est à 24, mais tu vois sa prolongation à Bridges, on est un peu dans l'idée d'Austin Reeves. Alors Bridges peut être considéré comme un meilleur joueur de par notamment ses capacités défensives, 33 millions, 36 millions, 38 millions sur sa prolongation, tu vois? Reeves peut être là-dedans. Reeves est, je pense, potentiellement meilleur que Bridges en attaque, meilleur balle en main en tout cas, ça c'est sûr, et meilleur shooter finalement sans être un shooter d'élite. Surtout si Ap Bridges Meilleur passeur aussi en fait. s'il change son geste de tir tous les ans aussi. C'est un meilleur passeur aussi, en fait. Après, voilà, Bridges a un mid-range game qui est peut-être un peu supérieur à celui de Reeves, et encore, je ne suis pas convaincu. Donc on est dans ce salaire-là, les salaires des 3e options. La question pour les Lakers, finalement, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec LeBron? Qu'est-ce qui va se passer avec LeBron? Et qui prendra la suite de LeBron après, parce qu'aujourd'hui LeBron c'est acté, c'est le 2e homme derrière Luka Doncic, bah, qui prendra cette suite finalement? Parce que les Lakers ont pas non plus un temps limité. Oui, Luka, il va rester un moment. Luka, il a l'air d'avoir repris vraiment sa carrière en main, de s'être motivé, il va être fort, il y a pas de doute là-dessus. Mais tu as besoin en fait, quand tu es les Lakers avec une superstar, tu quand même déjà tu as besoin de gagner, en fait. Toutes les superstars passées aux Lakers, elles gagnent quasiment. Tu as besoin de gagner, tu as besoin de gagner un peu vite aussi, donc tu peux pas te permettre d'avoir, 3 saisons où, ah bah, tiens, on a trouvé personne derrière Luka, il y a pas le joueur qui manque entre Luka et Austin Reeves. Ça va être bien Luka et Austin Reeves, mais si tu veux gagner des titres, il te faut un joueur entre les 2. Mais si aujourd'hui Et tu te projettes, quel joueur tu vois être ce mec-là parmi les stars? Parce que les Lakers vont pas viser un joueur lambda, à mon avis. Si on part du principe que LeBron soit c'est une arrête, très bonne question. ce en quoi je ne crois pas, ou s'il s'en va, ce qui est plus probable, j'ai du mal à savoir. On sait il y aura quelque chose d'un peu clinquant. Ce sera un débat pour un autre jour. Je te demandais ça comme ça au cas où tu avais en Mais tête c'est un une mec, très mais bonne question, c'est une très bonne question. J'essaie de quand même de trouver là, à tout hasard, faut en un mec, surfant un peu, faut un mec qui accepte. Enfin, on part du principe que Luka est vraiment le visage de la franchise. Il faut qu'un mec accepte de pas être vraiment le mec, le c'est numéro un ça. absolu. Tu peux pas prendre complètement un Anthony Edwards, j'imagine. Même si j'imagine qu'il y aura des Hmm. discussions un jour, mais hem,
Là, comme ça, tout de suite, c'est vrai que j'ai du mal à voir. Mais Ouais, je sais pas, ce sera peut-être un, je ils sais y arriveront pas. comme d'habitude, hein. Oui, 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 j'ai pas, bah ouais, on peut penser que oui, effectivement. Je sais pas, Dites-nous en commentaire vos ouais, dites-nous en commentaire. C'est une très bonne le question, hein, Shai. C'est le une très joueur très le bonne jou le question. joueur que vous Franz imaginez Wagner, prendre la suite. Ouais, Wagner, est-ce que c'est Scotty Barnes. ouais, je me dis que c'est presque pas assez clinquant, pour les Lakers, tu vois? Scotty, faut, parce que ça joue à Toronto, mais c'est très solide, Scotty Barnes quand même. On est sur Mmh. un joueur très fort, hein, et encore jeune. Je sais pas. Evan Mobley a l'air parti pour être quand même conservé à Cleveland coûte que coûte, dans tous les sens. Mais, Mmh. ouais, Barnes, Wagner, va savoir ce qui va se dérouler d'ici là. Ouais, on verra. Mais dites-nous en commentaire si quel joueur vous voyez arriver aux Lakers après pour accompagner ça. On sait qu'il y aura un gros nom a priori à un moment quand LeBron J'imagine sera plus là. qu'ils gardent évidemment Yanis ou Jokic en tête. Ça, c'est Ouais. l'objectif A. Le A, il est là, c'est Yanis, Jokic. Après ça, est-ce que c'est jouable? Tu as pas forcément les assets, et cetera. Mais S'il demande à Luka, il leur dira Jokic, hein, je pense. bon, je pense n'importe lequel des 2 il prend, hein. N'importe lequel Oui. des 2 il est pour, hein. Mais après Jokic, il a l'air pareil, ça a l'air parti pour rester à Denver tout du long. Mais vraie bonne question. Il C'est, faudra qu'on se pose un jour ouais. sur la question. Ça n'a absolument rien à voir, mais je repense j'ai vu un extrait pareil d'un podcast dans lequel participait Joe Mazzulla, et il lui demandait de parler de Jokic, et il a tellement raison, peut-être que t'as déjà entendu cette comparaison-là, mais il dit quand je vois Jokic, je vois un joueur de water polo. Et, et je peux plus m'enlever l'image, tu sais, quand il lève le ballon très haut, quand il lâche les passes qu'il lâche un peu, et C'est quand tu regardes, t'as ouais, l'impression qu'il est dans une piscine en fait. Et visiblement, Nikola Jokic a joué au water polo un peu quand il était plus jeune, parce que les Serbes ont une bonne équipe. Enfin, culturellement, ils aiment bien le water polo aussi. Et je peux plus m'empêcher de voir Jokic sur des images, l'imaginer dans une piscine en train de jouer au water polo. Voilà. C'était juste pour l'anecdote. pas mal du tout. Allez, terminons avec un mot de WNBA, avec la victoire de Las Vegas contre Golden State 78-72. Il y avait quand même des Françaises sur le terrain. Ouais, 3 Françaises. c'était le seul match de la nuit. Victoire, donc tu l'as dit, des Aces. Avec 27 points de la triple MVP A'ja Wilson. Sur les Françaises, qu'on a vu pas mal de fois titulaires ensemble ces derniers temps, notamment sur le match précédent, là il n'y en a qu'une seule des 3 qui était titulaire, c'était Janelle Salin, qui a fini avec 13 points, 3 rebonds, 3 passes. Iliana Rupert, elle, a mis que 2 petits points en sortie de banc. Carla Leight avec son punch habituel, 11 points, et les Valkyries sont 8e. Toujours cette surprise, alors je sais pas si ça tiendra, mais elles sont 8e à ce stade de la saison, et donc toujours virtuellement qualifiées pour le premier tour des playoffs. Voilà. Ah, mais ça pousse derrière les Sparks notamment. Ouais, ça va. Je pense que si je dois faire un pronostic aujourd'hui, je pense que les Sparks iront en playoff, ouais. Ouais, moi pareil. Moi ce serait Mais un c'est peu pas triste grave. pour les Françaises, mais je pense pareil. La mission, quoi qu'il arrive, la mission des Valkyries sur leur première saison, elle est remplie. Il y a de l'engouement, il y a du monde au stade. Il n'y a pas encore de superstar, mais ça va venir parce que les filles vont voir que c'est une organisation qui fonctionne bien. Il y a le cadre de San Francisco. Ouais. Voilà. Et puis la valorisation de la franchise est déjà très élevée. Il y a des investissements, donc la mission est réussie, donc c'est pas grave s'il n'y a pas de playoff. Sauf que si tu vas en playoff en tant que 8e, tu te manges le premier, compliqué quand même. Mais très bon, c'est un modèle parfait pour toutes les équipes qui vont arriver après, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire Toronto, Portland et compagnie. On va s'arrêter là-dessus, Shai. On se retrouve demain, comme d'habitude, nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session. Restez branchés. Bonne journée à tous. Yes, bonne journée, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.